Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une source unique, mais alors, quelle source? Ah oui, c'est assez exceptionnel. Des milliards de dollars, des décennies de prison. Exactement. Et au cœur de tout ça, on a un véritable drame. Un accord de coopération qui tombe à l'eau, des tensions familiales explosives et des conséquences qui pourraient être dévastatrices. C'est vraiment le point de départ de toute l'analyse, en fait. C'est cette décision, ce refus de Melania Trump de témoigner pour sa belle-fille Ivanka. Et l'objectif de notre discussion, c'est justement de décortiquer ça, de comprendre ce que ce refus implique au niveau juridique. Et puis de voir les preuves qui, du coup, ne seront jamais présentées au tribunal. C'est ça qui est fascinant. Alors, allons-y. Le point de départ, c'est un non. Un non ferme et définitif. C'est ça. Les avocats de Melania ont appelé le bureau du procureur et ont simplement dit « c'est terminé, elle ne témoignera pas ». Alors que l'offre semblait assez simple sur le papier. Très simple. Elle devait témoigner sur 3 transactions financières très précises. Et en échange, l'accusation s'engageait à recommander une peine beaucoup plus légère pour Ivanka. Et quand on dit beaucoup plus légère, il faut comprendre l'échelle. Ah oui, là les chiffres sont vertigineux. La source est très claire. Sans cet accord, Ivanka Trump fait face à une peine de 11 à 19 ans de prison. 11 à 19 ans. C'est énorme. Et avec le témoignage de sa belle-mère, cette peine, elle aurait pu tomber entre 6 et 10 ans. On parle potentiellement d'une décennie de différence. Exactement. Ce n'est pas juste quelques mois. C'est la différence entre sortir de prison à la cinquantaine ou bien après 60 ans. Les avocats de Melania ont quand même essayé de jouer une carte juridique, non? Ce fameux privilège conjugal. Oui, ils ont tenté ça. L'idée, c'est qu'on ne peut pas forcer une femme à témoigner contre son mari. Mais est-ce que ça s'appliquait vraiment ici? Pas du tout. Et la source le démontre très bien. Le privilège conjugal, ça protège quoi? Les conversations privées, l'intimité, le pillow talk, comme on dit. D'accord. Ça ne couvre absolument pas une réunion d'affaires à Mar-a-Lago avec des comptables présents pour parler d'un prêt de 47 millions de dollars. C'est pas la même chose. Pas du tout. Donc, ce n'est pas une contrainte légale. La source insiste là-dessus. C'est un choix délibéré de Melania. D'accord. Donc l'argument juridique ne tient pas, ce qui rend ce refus encore plus lourd de sens. Alors, la question clé, c'est qu'est-ce que l'accusation a perdu, concrètement? De quoi Melania aurait-elle pu témoigner? Ah, c'est là que ça devient vraiment passionnant. La source détaille les 3 piliers du témoignage qui vient de s'évaporer. Le premier, c'est cette réunion à Mar-a-Lago. Oui, le 17 mai 2019, c'est la réunion pour ce prêt de 47 millions. Et Melania est présente. Elle est là, avec Donald Trump, Ivanka et les comptables. Un des comptables a déjà témoigné d'ailleurs. Il a dit que c'est à ce moment-là que Trump a demandé à Ivanka de gonfler la valeur de certains actifs. Alors, qu'est-ce que ça change que Melania ait été là, légalement? Ça change tout. Parce que pour l'instant, vous avez la parole d'un comptable. C'est solide, mais la défense peut toujours dire Il a mal compris, il a ses propres intérêts. « Voilà. » Il vous sauvait sa peau. Mais imaginez une seconde Melania Trump à la barre, qui dit « Oui, j'étais là, j'ai entendu mon mari demander à sa fille de mentir sur les chiffres. » Là, vous transformez une pile de documents techniques en une histoire humaine, simple, dévastatrice pour un jury. C'est ce qui peut faire basculer un verdict. C'est énorme, en effet. Et ça, ce n'est que le premier point. C'est ça? Le deuxième élément, c'est encore plus direct, si j'ai bien compris. Tes SMS. Oui. Un échange de messages textes entre Ivanka et Melania en août 2020. Le sujet, c'est un audit fiscal. Et Melania écrit noir sur blanc et la source cite le message. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle écrit « Utilise la structure de Chypre comme nous en avons discuté avec ton père. Ils ne peuvent pas tracer la propriété bénéficiaire. » C'est incroyable d'écrire une chose pareille. C'est ce que les procureurs appellent un smoking gun, la preuve irréfutable. Ce message, c'est de l'or. Pourquoi? Parce qu'il montre tout. Premièrement, la conscience qu'ils font quelque chose à cacher. Deuxièmement, la stratégie pour le cacher, cette structure de Chypre. Et troisièmement, Discuter avec ton père. exactement, cette petite phrase. Elle lie directement Donald Trump à la manœuvre. Ce n'est plus juste Ivanka qui agit seule, ça devient une conspiration familiale. Et sans le témoignage de Melania pour authentifier ce message, il a moins de poids. Il existe, mais il perd une partie de sa force. Elle aurait pu expliquer le contexte, c'est beaucoup plus puissant. Et le troisième pilier, c'est sa connaissance très personnelle des comptes offshore. Oui, la source explique qu'elle était listée comme utilisatrice autorisée sur des comptes à Chypre et aux îles Caïmans. Qu'est-ce que ça veut dire, utilisatrice autorisée? Ça veut dire qu'elle ne peut pas dire « je ne savais pas ».
son nom est sur les papiers. Elle avait le pouvoir de faire des transactions. Et on parle de quelle somme? Entre 2018 et 2022, on parle de 18,4 millions de dollars qui sont passés par ses comptes. La question que les procureurs rêvaient de lui poser était toute simple. Madame Trump, d'où venait cet argent? À quoi servait-il? Une question qui restera sans réponse. Voilà. D'accord. On a donc un témoignage potentiellement dévastateur qui disparaît. La notification du refus arrive à 9h33 du matin, nous dit la source. Et la réaction de Donald Trump, elle est immédiate. C'est presque du cinéma. Et ce qui est intéressant, c'est que la source ne dit pas juste « il était en colère ». Elle le documente avec des preuves. Le premier élément vient d'un agent du Secret Service. Il est tout prêt. Il entend Trump hurler au téléphone à son avocat. Oui, il crie « Melania trahit cette famille. Elle prend le parti de Smith contre sa propre fille. » Et juste après, il jette son téléphone contre un mur. Bon, au-delà du côté spectaculaire, est-ce que ça a une valeur juridique, ce genre de crise? Absolument. Les procureurs adorent ça. En droit américain, ça s'appelle la consciousness of guilt, la conscience de la culpabilité. C'est-à-dire? L'argument est simple, une personne innocente qui pense que le témoignage de sa femme est bidon réagirait peut-être avec agacement, mais une telle explosion de rage, Le téléphone contre le mur. voilà, c'est la réaction de quelqu'un qui sait que le témoignage qu'il vient de perdre était vrai. Et dévastateur. C'est un signal très très fort envoyé au jury. Et ça ne s'arrête pas là. 1 heure plus tard, il envoie un texto à son fils, Eric. Oui, un message très lourd de sens. Fais comprendre à ta mère ce que signifie la loyauté. Elle doit savoir qu'il y a des conséquences. Des conséquences. C'est une menace à peine voilée. On est à la limite de l'intimidation de témoins. Même si elle a déjà refusé, ça montre une volonté de mettre la pression. Pour un procureur, c'est une brique de plus dans le mur de la conscience de culpabilité. Et puis, il y a le bouquet final, le message sur Truth Social. Posté à 11h27. Les épouses déloyales qui mettent les procureurs avant la famille apprendront ce que signifient les vraies conséquences. Un message public qui est ensuite effacé 17 minutes plus tard. Et le fait de le supprimer, c'est presque aussi parlant que le message lui-même. C'est comme crier quelque chose en public et se rendre compte de son erreur. C'est une erreur de panique. Exactement. Et l'analyste dans la source fait une comparaison très frappante. Il compare ce schéma de réaction, la rage, la pression, la menace publique, à celui des chefs de la mafia. Ah oui, quand même. Oui, quand un de leurs proches décide de coopérer avec la justice, pour l'accusation, ce n'est pas une anecdote, c'est un schéma comportemental qui crie « coupable ». D'accord. Donc on a cette réaction explosive. Mais si on prend un peu de recul, qu'est-ce que tout ça nous dit sur le fond de l'affaire Wanka? La source suggère que le cas d'Ivanka n'est pas un cas isolé. C'est tout à fait ça. C'est même la pièce maîtresse de l'accusation. La source nous rappelle qu'Ivanka est le 3e membre de la famille Trump à être inculpé au pénal pour des affaires financières. On a d'abord eu son père. Donald Trump avec ses 34 chefs d'accusation, puis son frère Donald Trump Jr. pour évasion fiscale, et maintenant elle pour fraude bancaire. L'accusation ne voit pas ça comme 3 affaires séparées. Il voit ça comme un système, une méthode. Précisément. Ils essayent de prouver ce que le droit américain appelle une entreprise criminelle continue. L'idée, c'est que la Trump Organization n'est pas juste une entreprise où quelques fautes ont été commises. C'est l'entreprise elle-même qui est utilisée pour frauder. C'est ça, que l'entreprise a servi de véhicule de manière systématique et coordonnée pour commettre des crimes. Et on retrouve toujours les mêmes méthodes. Falsification de documents, compte offshore et une implication directe de la famille. Et c'est là que le témoignage de Melania a été si important. La source dit qu'elle était la seule personne capable de lier tout le schéma ensemble. C'est le terme exact, oui. Elle était le tissu conjonctif, pensez-y. Elle est présente aux réunions de son mari, elle échange des SMS sur les structures offshore qui touchent au cas de Don Jr., et elle est au courant des transactions au cœur du dossier d'Ivanka. Elle avait une vue d'ensemble. La seule. Sans elle, l'accusation a 3 dossiers très solides, mais distincts. Avec elle, ils avaient une seule et grande histoire, celle d'une entreprise familiale bâtie sur la fraude. C'est ce grand récit qu'ils viennent de perdre. D'accord. La décision est finale. Le calendrier, lui, continue. On a une idée des prochaines étapes pour le procès d'Ivanka? Oui, et ça va arriver assez vite. La source donne les dates. Le procès doit débuter le 9 juin 2026. Donc dans un peu plus d'1 an et demi. C'est ça. Déclaration d'ouverture le 12 juin. L'accusation présente ses preuves pendant 2 semaines. On peut s'attendre à des plaidoiries finales vers le 14 juillet et un verdict dans la foulée. Le compte à rebours est lancé. Oui. Alors, quelle est la stratégie de l'accusation maintenant sans ce témoin clé? Eh bien, ils se replient sur leur force brute, les preuves documentaires, la montagne de papier.
L'analyse dans la vidéo dit qu'elles sont écrasantes. Des relevés bancaires, des emails? Exactement. Relevé bancaire, email, évaluation immobilière, il y a cette phrase très forte d'un procureur dans la source, le papier ne ment pas. Hmm. Un virement de 47 millions de dollars basé sur des faux chiffres, c'est en fait. C'est écrit. Leur défi maintenant, ça va être de rendre cette paperasse vivante pour le jury, sans la voix de Mélania pour les guider. Et pour la sentence, l'impact est immédiat. Très direct, le procureur l'a déjà annoncé. Sans coopération, il recommandera le haut de la fourchette, donc entre 16 et 19 ans de prison. 16 à 19 ans, Et il faut bien comprendre comment fonctionne le système fédéral américain. Il n'y a pas vraiment de libération conditionnelle. Vous purgez au minimum 85% de votre peine. ce qui veut dire que sur 16 ans, C'est au moins 13 ans et demi derrière les barreaux. Le nom de Mélania se compte en années de prison ferme. en résumé, ce qu'on a vu à travers cette source, c'est bien plus qu'une simple péripétie. C'est un accord qui tombe à l'eau et qui redéfinit un procès majeur. C'est un aperçu de preuves explosives qu'on n'entendra jamais. Et c'est surtout, oui, la mise en lumière d'un possible système de fraude au cœur d'une dynastie. La bataille va donc se jouer sur le terrain technique. Absolument. La question ne sera plus qui croire, mais que disent les documents? L'accusation va devoir transformer des experts comptables en personnages principaux de son histoire, en espérant que la force des faits suffira. Et ça nous amène à la grande question qui va planer sur tout ce procès. Une question que la source soulève à la fin. Laquelle? Maintenant que le témoignage humain, le récit d'un membre de la famille qui était là, dans la pièce, maintenant que ça s'est retiré de l'équation, est-ce que les preuves sur papier, aussi solides soient-elles, suffiront à elles seules pour convaincre 12 jurés au-delà de tout doute raisonnable? Ou est-ce que l'absence de cette voix va créer un vide que même une montagne de documents ne pourra pas combler?